Quand papa a ramené Rebecca à la maison, les filles ont réagi avec beaucoup de prudence. Elles se sont blotties l'une contre l'autre comme deux petits louveteaux et se sont réfugiées dans un coin. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rebecca avait leur âge, mais avec 2 ans de plus, c'était une fille plutôt calme et sensée. Elle s'est contentée de regarder les filles et s'est mise à jouer. Elle a pris une poupée, l'a assise à la table, a versé du thé factice d'une théière jouet et a offert à la poupée des pâtisseries imaginaires. « Veux-tu que quelqu'un vienne te rendre visite ? C'est toi ? » demanda Rebecca à la poupée. « Oui, je veux bien, » répondit-elle, mais d'une voix plus aiguë, comme si elle jouait le rôle de la poupée. « Qui veux-tu inviter ? » demanda Rebecca. « Je veux inviter un ours, » répondit Rebecca au nom de la poupée. Pendant que cette étrange conversation, du point de vue d'un adulte, et tout à fait normale, du point de vue d'un enfant, se poursuivait, les filles écoutaient attentivement. Elles sont devenues curieuses de savoir à quoi jouait cette fille inconnue avec leurs jouets. Les enfants sont toujours très réceptifs à toute activité ludique. Indubitablement, Rebecca avait un talent. Certains enfants sont naturellement doués pour trouver un terrain d'entente avec n'importe quel enfant. Rebecca était de ceux-là. Elle ne faisait rien de spécial, elle jouait simplement. Mais elle jouait avec tant d'habileté et de manière si communicative que tout le monde voulait faire partie de son grand jeu. Rebecca prit un grand ours en peluche sur le canapé et le porta à la table. « C'est mon ours !» cria l'une des filles. « C'est super ! Alors tu peux jouer son rôle. » Rebecca tendit le jouet à la fille. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Chloé, » dit la fille, et prenant le jouet, elle alla à la table des enfants et commença à asseoir l'ours sur une chaise. « Et toi, que veux-tu être ? » demanda Rebecca à la seconde fille. « Un chaton, » répondit-elle, regardant sa sœur déjà engagée dans quelque chose de très intéressant. « Bien. Comment s'appelle ton chaton ? » demanda Rebecca. « Roxy, » répondit la fille. « Et comment t'appelles-tu ? » « Kimi, » dit-elle, tenant déjà la main de Rebecca alors qu'elle se dirigeait pour choisir un chat parmi de nombreux jouets. La porte de la chambre grinça légèrement, mais les enfants, absorbés par leur jeu, ne le remarquèrent même pas. « Regarde, regarde, elle joue !» chuchota papa, observant par la fente de la porte. « Et que t'avais-je dit ? Ma Rebecca peut même ressusciter les morts. »« Elle est comme ça, » répondit la femme qui était avec lui. Kimi et Chloé étaient des jumelles de 4 ans et demi. 6 mois auparavant, elles avaient perdu leur mère. Tout cela avait été terrifiant et contre nature. Elle avait été heurtée par une voiture juste sous les yeux des filles. Ça ne devrait pas se passer comme ça, c'est mal. Mais néanmoins, c'est arrivé, et il n'y avait rien à y faire. Ce jour-là, elles traversaient la route. Tout était comme d'habitude, le feu vert était allumé au passage piéton. Lorsqu'elles ont mis le pied sur la chaussée, leur mère a lâché la main des filles. C'est peut-être ce qui leur a sauvé la vie. « Courez plus vite, devant !» dit maman avec un sourire. Les filles traversèrent le passage piéton en courant, sautant par-dessus les bandes blanches. Lorsqu'elles atteignirent le trottoir, elles y sautèrent agilement et se retournèrent immédiatement pour faire face à leur mère. Tout s'est passé comme dans un film au ralenti. Maman traversait le passage piéton en souriant à ses filles. Lentement, elle tourna la tête vers la droite. Il y eut un crissement de frein et un choc. La voiture recula, contourna le corps de la femme et disparut à toute vitesse. Maman gisait sur l'asphalte et ne bougeait plus. « Maman ! Maman !» Les filles coururent vers elle. Mais que pouvaient-elles faire ? Elles avaient 4 ans. Même si elles connaissaient les lettres et les chiffres, elles n'auraient pas pu retenir la plaque d'immatriculation de la voiture qui avait heurté leur mère dans une telle situation. Léon ne pouvait pas croire que personne n'ait rien vu. Il chercha inlassablement des témoins, mais à ce moment-là, il n'y avait personne dans la rue. Personne n'est passé, aucune vieille dame n'était assise à la fenêtre, et il n'y avait pas non plus de voiture qui passait. Il n'y avait aucun témoin. Mais Léon n'y croyait pas. Très probablement, quelqu'un avait vu quelque chose mais avait simplement peur de l'admettre. Ou peut-être que cette crapule avait pris les devants, avait devancé Léon, trouvé un témoin et l'avait intimidé. Cette version des faits convenait mieux à Léon. Cependant, il ne pouvait rien y faire. Sa femme était morte, laissant leurs 2 filles orphelines. Après l'incident, les filles se sont renfermées sur elles-mêmes. Elles ont cessé de sortir pour quelque raison que ce soit. Il était impossible de les faire sortir de la chambre. Elles se mettaient à crier, à pleurer et à s'accrocher l'une à l'autre. Les filles s'étaient coupées du monde, pire encore, avaient cessé de parler. Elles ne se parlaient même plus entre elles.
Elles restaient assises, blotties l'une contre l'autre comme des louveteaux dans un coin. Elles ne dormaient plus qu'ensemble, se réveillaient et se blottissaient à nouveau dans le coin. Elles y mangeaient aussi. C'était insupportable, insupportable de voir leur souffrance. Seul le service militaire sauva Léon. Il était soldat. Après les funérailles, on lui accorda une permission de 2 semaines, après quoi il fut simplement obligé de retourner au travail. Que pouvait-il faire d'autre? Léon trouva une nounou pour nourrir les enfants et les coucher, et retourna à son service. Les hommes sont si étrangement faits, rares sont ceux qui se lamentent, se couvrent la tête de cendres et pleurent sincèrement un être cher. Léon n'était pas de cela. Oui, il aimait sa femme, mais elle n'était plus là, et lui, il était là. Et il était vivant. Léon ne resta pas célibataire longtemps. Bientôt, il commença à fréquenter Mia, une comptable indépendante de l'unité où il servait. Il eut à peine la patience d'attendre que 40 jours se soient écoulés depuis la mort de sa femme pour ne pas rendre publique sa relation avec Mia. Pour être honnête, Léon avait déjà des vues sur Mia du vivant de sa femme. Il aimait sincèrement sa femme, il l'aimait vraiment, et ne considérait pas ses rares rencontres avec Mia comme de l'infidélité. Allons, quelle infidélité pouvait-il y avoir? Et alors, si pendant que sa femme était enceinte, Mia lui avait fait cadeau de sa personne? Pendant que sa femme était à l'hôpital avec les filles? Bien sûr, c'était méchant et déshonorant, il en convenait, mais il était un homme. Qui est parfait? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Personne ne se propose? Exactement. Léon aimait sa femme, aimait ses filles et n'avait pas l'intention de changer quoi que ce soit. Il n'avait pas l'intention de divorcer. Tout le satisfaisait. Mia n'était même pas une option de secours, elle était simplement un divertissement. Il l'utilisait ouvertement, et elle l'utilisait. Mia était une jeune mère célibataire, joyeuse et simple. De quoi un homme a-t-il besoin de plus pour pimenter sa vie quand sa femme bien-aimée est occupée avec les enfants, et que les enfants sont malades? Pourquoi faire des scènes à sa femme, exiger quelque chose ou terroriser leur relation? Qu'elle s'occupe tranquillement des filles pendant qu'il se faufile rapidement chez Mia. Et puis zut, il semblait qu'il n'était pas le seul à courir chez elle. Mia était comme un drapeau rouge de passage. Léon ne ressentait même pas de jalousie à son égard. Après tout, comment peut-on être jaloux d'une chaise sur laquelle on s'est assis et sur laquelle quelqu'un d'autre est assis maintenant? Eh bien, ils s'assiéront et partiront, et vous vous y assiérez à nouveau. Ainsi, de l'avis de Léon, ce n'était pas du tout des liaisons. Au contraire, c'était juste une bouée de sauvetage. Oui, il devait la vie à Mia. Elle sauvait simplement son mariage. Elle le sauvait et ne demandait rien en retour. Mia n'a pas demandé le divorce, elle n'a pas insisté sur une relation. Oh mon Dieu, il n'avait été avec elle que 2 fois. Ou peut-être 3. Bon d'accord, une douzaine en tout. Mais il ne la considérait même pas comme sa maîtresse, et elle ne revendiquait pas ce statut bruyant. Tout a changé lorsque la tragédie est arrivée à sa femme. Léon avait besoin d'un endroit où se cacher, de quelqu'un à qui parler, de partager ses sentiments. C'est alors qu'il est allé chez Mia. Elle l'a accueilli. Les filles étaient avec la nounou, et il est resté jusqu'au matin. « Tonton, tu vas vivre avec nous maintenant ?» demanda Rebecca, la fille de Mia, le lendemain matin. « Je ne sais pas » répondit Léon honnêtement, essayant de ne pas regarder l'enfant dans les yeux. Mon Dieu, quelle honte! Elle n'avait qu'un peu plus que ses filles. Si mature pour son âge, et il était clair qu'elle manquait de communication avec son père. Rebecca avait-elle même un père? Léon ne le savait pas, et il n'avait pas l'intention de demander. Arrête d'embêter ton oncle, prépare-toi pour la maternelle. Tu vois, il s'en va déjà, dit Mia. Depuis lors, ils se voyaient assez souvent, mais au travail, il continuait à faire comme si de rien n'était et ne se remarquait pas. Léon, qu'est-ce qui se passe entre toi et Mia? C'est une romance? Demanda un jour un de ses collègues. Je ne sais pas comment répondre, avoua Léon. Dis-le simplement comme ça vient, oui ou non. Je pense qu'il n'y a pas de troisième option, insista le collègue. Quel est le problème? Qui ça regarde? Répondit Léon, indigné. Ça me regarde. Mia me plaît. Elle est libre et facile à vivre. J'aimerais bien sortir avec elle, mais il y a des rumeurs qui courent, dit le collègue. Eh bien, je suppose que oui, puisque les rumeurs sont déjà sorties, répondit Léon. Tu es quelque chose, toi. Tu viens d'enterrer ta femme, remarqua le collègue. Et alors? Un problème? Demanda Léon. Non, sourit narquoisement le collègue. Plus maintenant. Léon calcula rapidement dans sa tête la date du décès de sa femme. Oui, 40 jours s'étaient déjà écoulés.
Waouh, comme le temps passe vite. Il serait intéressé à batifoler avec Mia. Léon ressentit quelque chose qui s'apparentait à un coup de poignard de jalousie, ou plutôt, c'était juste un sentiment de propriété. Ah, maintenant quelqu'un va batifoler avec Mia, avec sa Mia. Et puis, soudain, il eut une idée folle. Mia était une femme calme, pas impolie, et s'entendait bien avec sa fille. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Elle ne remplacerait peut-être pas la mère des filles, mais peut-être que si. Elles étaient encore très jeunes après tout. Elles n'avaient que 4 ans et demi. En ce moment, elles étaient stressées et les souvenirs étaient encore frais, mais que se passerait-il plus tard? Lui-même ne se souvenait pas vraiment de grand-chose de ses 4 ans. En fait, il ne se souvenait pas de grand-chose de son enfance du tout. Des souvenirs plus ou moins vifs commençaient vers l'âge de 12 ans. Et il ne pouvait certainement pas s'occuper seul des filles. Oui, elles avaient une nounou. Elle était là aujourd'hui, mais elle pourrait ne plus être là demain. La nounou était une étrangère, et si elle le voulait, elle pouvait démissionner. Alors que ferait-il? Non, il avait vraiment besoin de quelqu'un à lui, quelqu'un de presque comme de la famille. Léon n'avait pas de grands-parents dans son arsenal. C'est juste arrivé comme ça. Il ne restait qu'une seule option, il devait se marier. Par où commencer? La réponse était évidente, Mia. Il suffisait de lui demander. Léon était sûr à 100% que Mia ne refuserait pas. Il leur proposa d'emménager ensemble, mais lui parla honnêtement des problèmes avec les filles après la mort de sa femme. Mia accepta, mais suggéra qu'il présente d'abord les enfants. Léon avait misé gros sur Rebecca, et il avait eu raison. En une demi-heure, elle sortit Chloé et Kimi de leur torpeur. Les filles jouèrent ensemble comme si de rien n'était, pendant que Léon et Mia jetaient un œil par la porte. « Eh bien, il semble que ça marche », dit-il en embrassant Mia. Désormais, Rebecca venait souvent en visite, et les filles reprenaient littéralement vie sous ses yeux. Elles s'épanouissaient, et bientôt, elles jouaient toutes ensemble dans la cour. « Papa, est-ce que Rebecca peut dormir chez nous ?» demandèrent les filles à l'unisson. « Eh bien, je ne sais pas. Nous devrions demander à sa mère, » répondit Léon. « Sa mère ?» Les filles échangèrent un regard. « Elle a une mère ?» « Eh bien, oui, en quelque sorte. Voulez-vous que je vous la présente ?» demanda Léon. « Oui, nous voulons, » répondirent les filles, un peu incertaines. Le lendemain, Mia rencontra les jumelles. Elle vint avec un cadeau, elle avait acheté un grand chien en peluche orange. Le chien avait un nœud papillon sur le nez. « Appelons-le Charlie, » dit Kimi. « On aurait dû acheter 2 jouets. Tu n'es toujours pas habitué au fait qu'elles sont 2. D'habitude, ma femme et moi achetions tout en double. C'est la particularité des jumeaux, dit papa. Désolé, je n'y ai pas pensé, s'excusa Mia. Le nom de Charlie colla au jouet. Étonnamment, les filles ne se disputèrent pas pour lui. Elles jouaient ensemble ou à tour de rôle. Tu vois, ce n'est pas nécessaire de tout acheter en double, dit Mia à Léon. Le déménagement fut approuvé, mais il y avait un problème, les filles n'aimaient pas du tout Mia. Non, elles ne s'attendaient certainement pas à ce qu'elle se jette à son cou. Il était clair que les enfants se méfiaient. C'est juste que de près, elle ressemblait beaucoup à la femme de Léon, et cela déstabilisa quelque peu Mia. Mais Mia voulait se marier. Avait-elle travaillé dans cette garnison pendant près de 5 ans pour rien? Y était-elle allée pour rien, après tout? Avait-elle construit son image de femme joyeuse, indépendante, libre de préjugés pour rien? Léon était tombé dans son piège, et voilà, une chance. Bien sûr, ce n'était pas la meilleure option, Mia visait un commandant, et Léon n'était qu'adjudant. Cependant, la femme du commandant, tel un cerbère, s'était accrochée à son homme. Ce genre de défense était impossible à percer. Mais Léon restait une option décente. Certes, avec des enfants à problème. Mais elle devait se lancer. Et après? Mia réfléchit. Le temps filait, les années passaient. Elle ne rajeunissait pas, et il n'y aurait peut-être pas d'autre chance. Honnêtement, combien de temps pourrait-elle continuer à sauter d'appartement en appartement en location? Mia était folle de joie. Elle trouverait certainement quelque chose concernant ses jumelles. Après tout, elle pouvait les refiler à Rebecca. Elle était sociable, alors qu'elle fasse du babysitting pour l'instant. Il fallait battre le fer tant qu'il était chaud. Léon et Mia ne repoussèrent pas le mariage. Bien sûr, il n'y eut pas vraiment de mariage, ils allèrent simplement enregistrer leur union. Ils commencèrent à vivre ensemble presque immédiatement après que les filles eurent donné leur approbation. Léon était heureux et ne se doutait même pas des passions qui couvaient dans sa famille, ni du caractère qu'il avait sous les traits de la respectable Mia.
Léon continuait à être absent au travail et ne prêtait pas attention à ce qui se passait dans son foyer. L'essentiel était que les filles soient nourries, habillées et ne tombent plus en dépression. Mais Léon n'avait aucune idée que tout cela était grâce non pas à sa femme Mia, mais à la petite Rebecca. Comme Mia l'avait prévu, elle refila les jumelles à Rebecca. Celle-ci jouait avec elles, les surveillait, les rassemblait et les emmenait à la maternelle. Heureusement, elle y allait encore elle-même. Elle les récupérait aussi le soir, jouait avec elles et les couchait. Quand Rebecca entra en première année, elle emmenait toujours les jumelles à la maternelle en chemin et les ramenait à la maison après l'école. Léon décida que les filles commenceraient l'école à 6 ans au lieu de 7, alors Chloé et Kimi entrèrent en première année en suivant Rebecca. Maintenant, elles étaient pratiquement inséparables. « Rebecca, est-ce qu'on peut appeler ta mère maman aussi? Si ça ne te dérange pas. Ça te dérange si elle est aussi notre maman ?» demandèrent un jour les filles à leur demi-sœur désormais plus âgée. « De qui parlez-vous » demanda soudain Rebecca. « De tante Mia. On peut l'appeler maman » précisa Chloé. « Appelez-la comme vous voulez. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ce n'est pas ma mère. Ma mère est morte en me donnant naissance. Je ne l'ai jamais vue et je ne m'en souviens pas, révéla soudain Rebecca. « Tu es sérieuse » demandèrent les filles. « Plus que sérieuse, dit Rebecca. Mais gardez ça secret et ne dites pas un mot à personne, sinon elle vous arrachera la tête. » Les filles ne voulaient pas qu'on leur arrache la tête, d'autant plus qu'elles voyaient encore souvent en rêve cet horrible accident impliquant leur mère. Étant donné leur âge, elles étaient très impressionnables, et bien qu'elles aient eu du mal à imaginer comment une belle-mère pourrait leur arracher la tête, elles se visualisaient vivement allongées sur la route, tout comme leur propre mère. Chloé et Kimi décidèrent de ne pas appeler Mia maman pour l'instant et commencèrent à prendre leur distance avec elle. Comme Mia ne les aimait pas particulièrement non plus, tout le monde était content. « Rebecca, raconte-nous comment tu t'es retrouvée avec tante Mia. Est-ce qu'elle t'a prise dans un orphelinat ?» demanda Chloé un soir. « Non, je n'étais pas dans un orphelinat. Elle avait juste une sœur. Elles étaient jumelles, comme vous, dit Rebecca. Mais nous ne sommes pas des jumelles, nous sommes des sœurs germaines, la corrigèrent les filles. Ça n'a pas d'importance. Allez-vous m'écouter ou non? Dit Rebecca. Chloé et Kimi se blottirent l'une contre l'autre et se turent. Alors Rebecca continua, l'une des sœurs est tombée très amoureuse d'un beau jeune homme, et il l'aimait aussi. Ils ont commencé à sortir ensemble en secret parce que l'autre sœur n'avait personne, et celle qui avait trouvé l'amour ne voulait pas que sa sœur soit contrariée. Mais la seconde sœur a découvert d'une manière ou d'une autre l'amour de sa jumelle et était très jalouse. Elle voulait aussi un merveilleux jeune homme pour elle. Alors elle a commencé à s'habiller comme sa sœur, elle se ressemblait beaucoup, comme vous, et elle a commencé à aller à des rendez-vous avec ce beau jeune homme à la place de sa sœur. Cela a duré longtemps. Le pauvre type ne savait pas qu'il sortait avec 2 sœurs en même temps. Et quand tout a été révélé, il s'est avéré que l'une des sœurs était enceinte. Ce type s'est avéré être un lâche. Il n'a pas voulu prendre ses responsabilités et les a abandonnées toutes les deux. Les sœurs se sont disputées et ne se sont plus jamais revues. Quand le moment est venu pour le bébé de naître, c'est-à-dire moi, la mère est morte pendant l'accouchement. Le médecin a dit que son cœur n'avait pas supporté. Même à distance, la seconde sœur a senti ce qui arrivait à l'autre et s'est précipitée pour aider, mais c'était trop tard. Elle n'a pas pu abandonner l'enfant de sa sœur et l'a adopté, c'est-à-dire moi. Une histoire si triste. Rebecca termina son récit. Laquelle des sœurs était tante Mia? Celle qui est tombée amoureuse du jeune homme en premier, ou celle qui sortait en secret? Demandèrent les filles. Eh bien, personne ne le saura jamais, dit Rebecca. Je pense que tu as tout inventé, dit Kimi. Même si elle était la plus modeste et la plus silencieuse des jumelles, il s'est avéré qu'elle était la plus intelligente et la plus sensée. Comment sais-tu cela alors, si personne ne le sait? Chloé fit écho à sa sœur. Chloé était plus audacieuse, plus décidée et plus prompte. Pensez ce que vous voulez. Rappelez-vous juste qu'elle vous arrachera la tête si vous lui en parlez. Le temps passa. Léon fut envoyé en mission dans l'un des points chauds. Le pays traversait une période difficile, et il regretta même de s'être précipité dans le mariage. S'il avait été un père célibataire avec 2 enfants, on ne l'aurait pas envoyé se battre. Mais en l'état, au front, soldat, dans les tranchées. D'un autre côté, il était soldat jusqu'au bout des ongles. Il savait dans quoi il s'engageait en signant son contrat et en restant dans l'armée au-delà de son terme. C'était maintenant son tour de servir son pays et de remplir ce devoir sacré que chaque soldat a. Les filles ne voulaient pas laisser partir leur père, comme si elles sentaient que quelque chose n'allait pas.
Elles le serrèrent fort dans leurs bras jusqu'au dernier moment. « Allez voir tante Mia, elle prendra soin de vous », dit papa en embrassant ses filles avant de monter dans le bus. À partir de ce moment, Chloé et Kimi commencèrent une vie complètement différente. Maintenant, elles devaient faire toutes les tâches ménagères, bien sûr, celles qui étaient gérables pour des enfants de leur âge. Personne ne leur demandait de couper du bois ou de chauffer le poêle, elles n'avaient même pas de poêle. Même si elles vivaient sur une base militaire, leur appartement n'était pas différent d'un appartement en ville. Les filles devaient faire toute la vaisselle, balayer et laver les sols, aller au magasin, éplucher les pommes de terre et sortir les poubelles. Le pire, c'est que maintenant elles mangeaient séparément de Mia et Rebecca. Leur belle-mère ne leur donnait que des pâtes nature et des pommes de terre. Pas de sucreries, pas de viande, et même pas de saucisses. Les filles n'avaient pas le droit d'entrer dans la cuisine lorsque leur belle-mère et Rebecca mangeaient, mais à en juger par les odeurs qui en provenaient, elles mangeaient des choses tout à fait délicieuses, bien plus savoureuses que ce que les filles avaient. Il est difficile d'imaginer sur quoi Mia comptait en traitant ainsi les enfants de Léon. Comme si elle était déjà sûre qu'ils ne rentreraient pas à la maison. Sinon, comment pouvait-elle ne pas craindre que les enfants racontent tout à leur père à son retour? Éprouvait-elle vraiment une si forte aversion pour les filles qu'elle ne pouvait la surmonter et ne pensait pas aux conséquences? Ou Mia pensait-elle qu'avec le temps, tout serait oublié et que les filles ne diraient rien à leur père? Il est difficile d'imaginer ce que cette femme pensait et faisait. Tu penses que Rebecca nous a vraiment dit la vérité, que tante Mia n'est pas sa mère? Demanda un jour Chloé à Kimi. Je ne sais pas. Je pense qu'elle mentait. Pourquoi alors l'appelle-t-elle maman au lieu de tante comme nous? Répondit Kimi. Je pense aussi. Si tante Mia n'aimait pas Rebecca autant que nous, elle mangerait des pommes de terre nature et boirait du thé sans sucre avec nous, dit Kimi. Alors pourquoi Rebecca nous a-t-elle raconté tout ça? Se demanda Chloé. Je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas qu'on appelle sa mère maman, alors elle a inventé tout ça, dit la plus sensée, Kimi. Dans cette étrange histoire, Rebecca jouait le rôle d'une petite éminence grise. Elle avait vu oncle Léon chez elle de nombreuses fois et comprenait parfaitement pourquoi il restait pour la nuit. Rebecca voulait vraiment avoir un papa comme les autres enfants, même s'il n'était pas son père biologique. Elle en voulait un. Elle comprenait très bien qu'elle ne pouvait ni forcer Mia à épouser Léon, ni obliger oncle Léon à épouser Mia. Mais dès que la situation s'est débloquée et que la femme d'oncle Léon est morte, Rebecca est passée à l'action. C'est elle qui a suggéré de faire connaissance avec ses filles. Elle a utilisé toutes ses compétences et ses talents pour parler et captiver les jumelles. Mais une fois que Mia et Léon se sont mariés, la fille a cessé d'intéresser Rebecca. Toute son attention et son amitié étaient superficielles. La petite maligne voulait juste plaire à oncle Léon, c'est pourquoi elle interagissait avec ses filles, les emmenait à la maternelle et à l'école. Maintenant qu'il était parti, elle a cessé d'aider les jumelles. Il était rare que les filles reçoivent des nouvelles de leur père. Les lettres qui venaient de lui étaient prises par tante Mia. Elle ne les lisait pas aux filles et ne disait rien de leur père. Chloé et Kimi ne pouvaient que soupirer de soulagement lorsqu'elles voyaient une enveloppe dans les mains de Rebecca ou de tante Mia. Cela signifiait que papa était vivant. Kimi fit un dessin d'eux ensemble, elle, Chloé et papa. Elle et sa sœur tenaient leur jouet préféré, un chien. Le chien avait l'air un peu étrange, ressemblant plus à un hérisson géant avec des piquants bruns qu'à un chien. C'était sa tentative de représenter la fourrure, et elle était brune parce que Kimi n'avait pas pu trouver de crayon rouge. Avec le temps, la fourrure du chien s'était délavée et était vraiment devenue plus brune que rouge. Les filles demandèrent à tante Mia d'envoyer le dessin à papa, mais elle refusa. Absolument pas. Il n'y a déjà pas de place dans l'enveloppe. Où suis-je censé fourrer ton gribouillage? A-t-il besoin de ton dessin? Il a besoin d'un gilet pare-balles, pas d'un dessin, dit Mia sèchement. Oh, si seulement nous pouvions voir ces lettres de nos propres yeux, rêvaient les filles. Elles voulaient vraiment que papa leur écrive spécifiquement. Mais pourquoi ne nous écrit-il pas? Se demanda Chloé. Peut-être qu'il le fait. Comment sais-tu qu'il écrit et qu'elle les cache? Dit Kimi. Ou peut-être qu'il nous envoie ses salutations dans une lettre et qu'elles ne nous le disent pas. Et, tu sais quoi? Lisons-les nous-mêmes, suggéra Chloé. Allons-y. On attendra qu'elles aillent quelque part, puis on les prendra et on les lira. Sais-tu où elle garde ses lettres? Demanda Kimi. Non, dit Chloé, perplexe. Moi, si. J'ai vu où elles les mettent toutes, dans le secrétaire, dit Kimi. Il me semble que ce n'est pas bien, réfléchit Chloé. Et nous cacher les lettres de papa, qu'en penses-tu? Demanda Kimi. Oh, si seulement nous pouvions trouver l'adresse, nous lui écririons tout à ce sujet.
Kimi, fuyons de la maison et allons chercher papa. Nous emmènerons Charlie avec nous, elle nous tiendra plus chaud pour dormir, dit Chloé. Même si le jouet avait été offert par tante Mia lors de leur première rencontre, les filles s'y étaient attachées. Peu après avoir emménagé, Mia avait voulu jeter le grand jouet. Il prenait beaucoup de place dans la chambre, surtout que Rebecca devait y vivre maintenant. Mais quand Chloé et Kimi virent qu'on emmenait le chien à la poubelle, elles coururent après. « Charlie, Charlie, ne la jetez pas !» crièrent-elles. Mia rendit le jouet, elle ne voulait pas que quelqu'un voie l'agitation depuis les fenêtres des maisons. Depuis lors, les filles ne s'étaient plus séparées du jouet. Mia essaya de le jeter encore quelques fois, mais sans succès. « Laisse-les tranquilles, qu'elles jouent avec ce qu'elles veulent, » dit Léon. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles voient dans ce sac poussiéreux ?» dit Mia. « Mais c'est toi qui le leur as donné. Tu devrais être fier que ton cadeau soit si aimé, » dit Léon. « Ouais, fier. Je voulais juste faire bonne impression, » dit Mia. Léon ne comprit pas son sarcasme. Le lendemain, quand Mia et Rebecca sont allées au magasin, Chloé et Kimi se sont faufilées dans la chambre de Mia. Elles se sont approchées du secrétaire et ont tiré sur le couvercle. « C'est fermé à clé, » dit Chloé. « Et la clé ? » « Elle est avec le gardien, dans ce vase. » Kimi désigna le vase sur une étagère haute. « J'y arrive pas, » répondit Chloé. Les filles poussèrent une chaise, mais même en se mettant sur la pointe des pieds, elles pouvaient à peine atteindre le vase avec leurs doigts. « Pousse-le juste un peu avec tes doigts, il va tomber et je l'attraperai, » dit Kimi d'en bas. Elle n'avait pas fini sa phrase que le vase tomba. Kimi ne réagit pas à temps et le vase se brisa avec fracas. Parmi les éclats sur le sol, il y avait vraiment une petite clé. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « On est dans le pétrin, » dit Chloé, effrayée. « On cherche des lettres. C'est pour ça qu'on est venu ici. Et en plus, c'est le vase de maman, » dit Kimi. Les filles ouvrirent le secrétaire. Immédiatement, sur l'étagère, elles virent une pile de lettres. Elles prirent la toute première, celle du dessus, et commencèrent à lire. Toutes sortes de bêtises sur combien Mia lui manquait. Elles sautèrent la fin de la lettre où papa écrivait qu'il était très contrarié par le comportement des filles. Il pensait que tout serait différent. Quelle garce! Elle écrit toutes sortes de méchancetés sur nous. J'aimerais pouvoir lire ces lettres, dit Kimi. Lisons en plus, dit Chloé. Dès que les filles tendirent la main vers la pile de lettres, elles entendirent la voix de Rebecca. Elles sont dans ton secrétaire, cria Rebecca. Kimi laissa tomber la lettre ouverte. Les mains des filles tremblaient. Il était trop tard pour essayer de brouiller les pistes ou de cacher quoi que ce soit. Mia se tenait à la porte de la chambre. « Eh bien, bonjour, » dit-elle simplement. Elles furent enfermées dans la chambre. Elle ne dit rien, ne cria pas, et c'était le pire. Quand on vous gronde, vous savez toujours que vous êtes grondé et que ça va s'arrêter. Mais quand il n'y a que le silence, c'est la chose la plus effrayante. Vous ne savez pas à quoi vous attendre ni quand la punition prendra fin. Les filles restèrent dans la chambre pendant 2 jours. On ne les laissa sortir que lorsqu'il fut temps d'aller à l'école. Elles remarquèrent une serrure sur la chambre de Mia. Waouh, dans leur propre maison, dans leur propre appartement, on leur fermait la porte à clé. Quand il y a des voleurs dans la maison, il vaut mieux mettre une serrure à chaque porte, dit Mia. Mais nous ne sommes pas des voleuses, nous voulions juste lire les lettres de papa, mais tu ne nous laisses pas faire, dit Kimi. Et je vois que tu es audacieuse. Tu veux probablement t'asseoir séparément de ta sœur. Essaie juste de dire un mot et je vous enfermerai toutes les deux séparément, dit Mia. Maintenant, il y avait une serrure non seulement sur la chambre de Mia, mais aussi sur la chambre des filles. Rebecca emménagea dans la chambre de sa mère. Même après ces paroles, quand papa était encore là, Chloé et Kimi n'avaient jamais compris si Mia était sa mère ou non. Il y avait aussi une serrure sur la porte de la cuisine et même sur le réfrigérateur, au cas où, dit tante Mia. Chloé, nous vivons dans un château, dit Kimi. Pourquoi ? Ne comprit pas sa sœur. Parce qu'il y a des serrures partout. Change juste l'accentuation, Kimi rit. Les filles décidèrent fermement de choisir le bon moment pour éviter la punition. Mais où ? Tu ne t'es pas souvenu de l'adresse sur l'enveloppe ? Demanda Kimi. Malheureusement non. Et toi ? Tu as une mémoire phénoménale, répondit sa sœur. Malheureusement, je ne l'ai pas vue non plus. Si je l'avais vue, je m'en serais souvenu, bien sûr, dit Kimi. Kimi avait toujours eu une excellente mémoire depuis l'enfance. Elle n'avait même pas besoin de mémoriser des poèmes, il suffisait de regarder le texte. Elle n'avait même pas besoin de lire les mots, elle s'en souvenait pour la vie. Quelle malchance!
Les filles décidèrent de reporter leur évasion jusqu'à ce qu'elles aient une chance de découvrir l'adresse d'où venaient les lettres de papa. Mais il y eut un problème. Bientôt, les lettres cessèrent d'arriver. Mia tournait en rond, à cran. Que pouvait-il bien s'être passé? Léon n'était pas en vacances, et Rebecca se moquait ouvertement d'elle. « Alors, votre papa a péri ?» disait-elle. « Comment le sais-tu » répondaient les filles. « Mais s'il n'écrit plus, c'est qu'il est évidemment mort. » Mia riait à l'idée que papa ne soit plus là. Chloé et Kimi sentirent un frisson les parcourir. « Et si papa n'est vraiment plus là » chuchota Chloé. Non pas parce qu'elle avait peur d'être entendue, non, elles étaient seules dans la chambre. Elle ne pouvait tout simplement pas le dire à voix haute, elle avait peur. « N'y pense pas, répondit sa sœur. « Et pourquoi es-tu si sûre » demanda à nouveau Chloé. « Parce que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut tout simplement pas. C'est tout, dit Kimi. Ainsi, près de 6 mois passèrent dans un isolement complet et une ignorance totale. Mia et Rebecca ne parlaient plus aux filles, et à l'école, Rebecca s'assurait que les filles ne disent rien d'inutile. Elle les menaçait constamment de punitions de la part de leur belle-mère. Chloé et Kimi ne comprenaient même pas pourquoi elles avaient soudainement si peur de Mia et pourquoi, après tout, papa venait de l'épouser. Elles auraient mieux fait de vivre avec une nounou. Comme cela aurait été bien. Tout était censé être si bien. Comment ont-elles pu être si hypocrites? Au début, Rebecca leur semblait la meilleure des amies, et elles voulaient appeler Mia leur maman. Comme elles se sont avérées terribles par la suite. Quelle tristesse que leur mère les ait quittées si tôt. Nous aurions dû partir avec elle, dit Chloé à sa sœur. Ne dis pas ça, répondit Kimi. Après tout, nous ne sommes pas seuls, nous avons l'une l'autre. Et nous devons rester soudés, ne laisser personne nous séparer. Ouais, acquiesça Chloé. Nous sommes comme une petite famille. Elle serra son chien en peluche contre elle. Il n'y avait toujours pas de nouvelles de papa, et des hommes commencèrent à apparaître dans la maison. Ils s'asseyaient dans la chambre de Mia, riaient et restaient parfois pour la nuit. C'est alors que Rebecca emménagea dans la chambre des sœurs. Elle ne supportait pas ces moments. Au lieu de les soutenir, Rebecca leur racontait toutes sortes de méchancetés. « Je sais avec certitude que votre père n'est plus. Ma mère et moi sommes allés voir une voyante. Elle a dit que la photographie donnait une sensation de froid, leur dit Mia. Tu peux dire ce que tu veux, nous ne te croyons pas, et notre papa est vivant, répondirent les filles. Un matin, Rebecca fit irruption dans la chambre des jumelles, joyeuse comme si elle avait gagné 1 million. Eh bien, je vous l'avais dit. Un avis de décès est arrivé pour votre père. Maintenant, nous savons avec certitude qu'il est parti. Cria Rebecca, riant et dansant de joie. Une sueur froide parcourut le dos des filles. Montre-nous, dit Kimi. Chloé ne pouvait plus rien dire, les larmes coulaient sur ses joues. Allez voir maman. Montre-leur l'avis de décès. Cria Rebecca. Mia agita un bout de papier devant le visage des filles et informa joyeusement les jumelles qu'elle l'avait maintenant entre les mains. Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Les filles pleurèrent toute la nuit. De l'autre côté du mur, il y avait une fête bruyante dans la chambre de Mia. La musique jouait et des hommes riaient. Ils célébraient probablement la mort de Léon. Ce n'est que vers le matin que tout se calma et que les filles réussirent à somnoler. J'ai fait un rêve étrange ce matin. J'ai vu papa. Il a dit qu'il reviendrait nous voir dans 2 jours, dit Kimi sur le chemin de l'école. Tu ne vas pas le croire, mais j'ai fait le même rêve aussi, dit Chloé. Mais ce n'est pas possible. Le même rêve ne peut pas être rêvé par 2 personnes en même temps, dit Kimi. Comment sais-tu ce qui peut être et ce qui ne peut pas l'être? Eh bien, je l'ai rêvé, dit Chloé. Bon, d'accord, soit. Ne nous disputons pas. Nous n'avons pas besoin de ça, dit Kimi. Le lendemain, Mia décida de faire un grand nettoyage de la maison. Elle rassembla toutes les affaires du père des filles dans un sac, le noua et le sortit à la poubelle. « Tante Mia, qu'est-ce que tu fais » s'exclamèrent les filles, surprises. « Je jette toutes les vieilleries de l'appartement. Une nouvelle vie commence et il est temps de rénover, dit-elle. « Et papa ? Ce sont ses affaires et celles de maman. » pleurèrent les filles. « Non, il n'y a plus de papa et il n'y a plus de vous. Sortez » dit-elle. « Toutes les vieilleries de l'appartement, ça veut dire tout » commença à crier Mia. Elle attrapa le chien et le fourra dans le sac. « À la poubelle » ordonna-t-elle à Rebecca. Le chien s'enfuit joyeusement. « Tante Mia, maman Mia, s'il te plaît, ne nous chasse pas. Donne-nous juste un jour de plus, au moins un seul jour. Nous avons fait un rêve, nous l'avons vu en même temps. Papa est vivant,
il reviendra nous voir dans 2 jours. S'il te plaît, laisse-nous l'attendre. Dirent les filles presque à l'unisson. Vous devez être folle. Et nous alors? Sortez! Leur hurla Mia. Où sommes-nous censés aller? C'est l'hiver dehors et il fait froid, supplièrent les filles. C'est notre maison. Allez où vous voulez, et la maison n'est pas à vous, dit Mia en poussant les filles dehors. Elle leur prit même leurs clés, et les filles ne purent même pas entrer pour se réchauffer dans le couloir. Chloé et Kimi se tenaient près de la porte et pleuraient. Les sacs contenant les affaires de leurs parents se balançaient au vent sur le tas d'ordures. Elles avaient été jetées avec ces affaires. Chloé remarqua leur jouet préféré qui voletait au vent. Elle s'approcha et sortit le chien de la poubelle, le serrant fort contre elle. « Ne pleure pas, Charlie, tout ira bien. Papa reviendra et nous sauvera, dit-elle. Kimi, regarde. Ton dessin, dit Chloé en s'approchant de sa sœur. Un bout de papier voltait aussi au vent, sur lequel Kimi, Chloé, papa et le chien étaient dessinés, avec un nom inhabituel écrit au-dessus de la tête du chien en lettres capitales, Charlie. Chloé ramassa le dessin de sa sœur, le plia et le mit dans sa poche. Que devait-elle faire? Où devait-elle aller? Elle n'avait pas de parents ici. Les filles, qu'est-ce que vous faites ici? Entendirent-elles une voix. En se retournant, elles virent une femme en uniforme de police. C'était Gloria. Elle travaillait comme agent de proximité. Les filles la connaissaient de l'école. On nous a chassés de la maison, dit Chloé. Qui? Demanda Gloria, surprise. Notre belle-mère, tante Mia, dit Kimi. Un avis de décès pour papa est arrivé et elle nous a chassés et a jeté toutes nos affaires, confirma Chloé en hochant la tête vers le tas d'ordures rempli à ras-bord de sacs d'affaires. Mais Mia n'est-elle pas votre mère? Demanda l'officier avec étonnement. Elle n'avait commencé à travailler que récemment, et lorsque cet accident s'était produit et que Léon avait épousé Mia, il y avait eu un autre agent de proximité dans le secteur. Oui, notre vraie maman est morte quand nous avions 4 ans, dit Kimi. Elle est morte dans un accident, ajouta Chloé. Eh bien, ça, c'est une nouvelle. Venez avec moi, vous ne pouvez pas rester dehors dans le froid, dit Gloria. Les filles obéirent volontiers. Pour être honnête, elles commençaient à geler. Gloria emmena les petites chez elle, leur fit du thé et leur servit un délicieux dîner. Les filles dévorèrent la nourriture. Pour être honnête, cela faisait longtemps qu'elles n'avaient rien mangé d'aussi savoureux. Pendant ce temps, elles racontèrent à la femme ce qui leur était arrivé, comment papa les avait présentés à Rebecca, puis à sa mère, comment ils avaient tous commencé à vivre ensemble et comment papa était parti se battre. Ce qui leur était arrivé ensuite était insupportable à entendre sans larmes. « Comment peut-on traiter de jeunes enfants comme ça ?» s'exclama Gloria. Même si on ne les aime pas, on a accepté d'en assumer la responsabilité, alors il faut la remplir. Les filles racontèrent aussi à Gloria le rêve qu'elles avaient fait quelques jours auparavant, où papa leur disait qu'il était vivant et qu'il reviendrait certainement vers elles. Mais la belle-mère n'avait pas voulu attendre, elle les avait quand même chassées. Et elles avaient toutes les deux fait le même rêve au même moment. Gloria sourit. Oui, c'est comme si vous chantiez à l'unisson sans même l'avoir prévu. Les filles répondirent et échangèrent même des regards. Et vous savez, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Pendant la guerre, il y a eu un cas avec mon grand-père, dit la femme. Grand-mère, quand elle était encore une jeune fille, a reçu un avis de décès pour son mari. Bien sûr, pendant la guerre, de telles choses arrivaient souvent, commença à raconter Gloria. Grand-mère a pleuré son deuil, mais a ensuite continué sa vie. Elle était très jeune et se préparait bientôt à se remarier. La veille de son mariage, elle a fait un rêve. Son mari, soi-disant décédé, lui est apparu et lui a dit de ne pas se marier car on la mettrait en prison pour bigamie, puisqu'il était vivant et rentrerait bientôt à la maison. Ma grand-mère s'est réveillée le matin, ni tout à fait vivante, ni morte, le cœur battant, des sueurs froides lui coulant sur le front. Naturellement, elle n'est pas allée au mariage. Elle a repoussé son nouveau fiancé et a attendu le retour de son mari. Tout le monde au village s'est moqué d'elle et a dit qu'elle était sotte, et quel bonheur lui était tombé dessus. Alors que tous les autres maris étaient enterrés, elle avait un fiancé, elle devrait saisir son bonheur et s'y accrocher. Après tout, elle avait le document en main attestant qu'elle était veuve maintenant. Mais grand-mère n'a écouté personne, elle a cru en son rêve, et c'est tout. Et ne le croiriez-vous pas, 2 mois plus tard, son mari est revenu. Pouvez-vous imaginer? Blessé, de l'hôpital, vivant. Il ne pouvait rien écrire, sa main était blessée, et il ne voulait pas demander aux infirmières pour ne pas les distraire de leur travail. Le jour même où grand-mère a fait son rêve, il a lui-même rêvé que grand-mère se mariait,
Alors il a décidé de l'en dissuader. Coïncidence? Pas du tout. Entre les gens qui s'aiment, il existe une connexion invisible, comme un fil. Et peu importe jusqu'où cette personne s'en va, ce fil ne se rompra jamais ni ne s'en mêlera si le cœur vit avec amour. Eh bien, avec ce fiancé, il y a eu toute une histoire. Il s'est avéré être un traître, et l'avis de décès était faux. Il était juste trop impatient d'épouser ma grand-mère, alors il a organisé cette supercherie, expliqua Gloria. Pourquoi avez-vous dit que vous pensiez que quelque chose n'allait pas dans notre cas? Demanda Kimi. Tu es une fille observatrice et tu sais bien écouter, remarqua Gloria. Pensez-vous que tante Mia a aussi falsifié l'avis de décès de notre père? Demanda Chloé. Non, je ne pense pas. Je ne peux pas penser ainsi, je suis policière. Je ne peux que regarder les faits. Le problème était différent à l'époque. Pendant la guerre, les avis de décès ne concernaient que les soldats. Ils étaient souvent enterrés dans des fosses communes ou simplement sur le champ de bataille. Les temps sont différents maintenant. Avec un avis de décès, ils doivent envoyer le corps dans un cercueil. Bien sûr, vous avez entendu de telles expressions, expliqua Gloria. Oui, nous avons entendu, dirent les filles en échangeant des regards. Avez-vous enterré votre père? Demanda à nouveau la femme. Non, les filles secouèrent la tête. Alors voilà ce que nous allons faire. Vous allez rester chez moi. Ne faites pas de bêtises. Voici des bonbons pour vous, ne les mangez pas tous d'un coup. J'ai besoin d'aller quelque part, dit la femme. Juste une demi-heure plus tard, une Gloria joyeuse revenait pratiquement en courant à la maison. Les filles, j'ai des nouvelles. J'ai appelé le bureau de recrutement militaire et j'ai découvert qu'il n'y a personne de ce nom et prénom parmi les décédés. Cela signifie que votre père est très probablement vivant. S'exclama Gloria. Mais qu'en est-il de l'avis de décès? Se demandèrent les filles. Le fait est que cela pourrait être une erreur, dit Gloria. Maintenant, nous devons juste attendre. Les filles passèrent la nuit chez Gloria. Elle ne pouvait les envoyer nulle part, la chambre d'enfant ou le centre d'accueil le plus proche était très loin, et il n'y avait aucune raison réelle de les y envoyer de toute façon. Ce ne serait pas bien de les mettre dans une cage à singes. Quel genre de personne sans cœur ferait ça aux filles après les avoir recueillies dans la rue? Le lendemain du jour où Mia avait chassé les filles, elle se réveilla le matin au son de quelqu'un qui sonnait à la porte et frappait. Confuse, elle ouvrit la porte et fut pétrifiée de peur. Debout devant elle se tenait Léon, poussiéreux du voyage, vivant et en bonne santé. « Eh bien, bienvenue, ma femme !» cria-t-il joyeusement, ouvrant les bras pour une étreinte et souriant largement. Mais Mia n'était pas d'humeur à sourire. Elle recula et disparut dans la pièce. Léon, ne comprenant pas ce qui se passait, entra dans la cuisine. Que se passait-il? Toutes les serrures étaient changées, la moitié des affaires avaient disparu, et l'appartement était silencieux comme une tombe. Mia entra dans la cuisine et posa l'avis de décès sur la table. « Tiens, lis ça, dit-elle. Pourquoi ai-je besoin de ça? Me voilà, je suis vivant. Fais-tu plus confiance à tes yeux ou au papier? De telles erreurs arrivent tout le temps. Qu'est-ce qui se passe, Mia? Où sont les enfants? S'exclama Léon, agité. Rebecca dort encore, répondit Mia. Et Chloé et Kimi? Où sont mes enfants? Demanda Léon, déconcerté. Tes filles se sont enfuies hier soir quand elles ont appris l'avis de décès. Elles ont dû fuir, incrédules, dit Mia d'un ton d'excuse. Sans dire un mot, Léon passa à l'action et courut au poste de police. Il devait déposer d'urgence une déclaration de disparition de ses enfants. C'était l'hiver dehors, tout pouvait leur arriver. Aidez-moi. Mes enfants ont disparu. 2 jumelles, Chloé et Kimi. Cria-t-il au poste de police. L'officier de police le regarda, incapable de dire un mot. Elle était si surprise par sa présence qu'elle avait l'air de n'avoir jamais vu de gens de sa vie. « Qu'est-ce que tu fais là à me regarder comme une vache élégante? Ce sont des enfants, cria Léon. Et vous devez être Léon, Gloria ne parvint qu'à dire. Oui, qu'est-ce que ça change? Le père enragé ne comprenait pas. Je crois savoir où sont vos enfants. Venez avec moi, dit Gloria en se levant de la table. Elle conduisit Léon chez elle, lui expliquant tout ce que les filles lui avaient raconté sur leur belle-mère, comment elle les avait affamées, les avait empêchées de lire ses lettres, et comment, immédiatement après les funérailles, elle avait jeté toutes ses affaires hors de la maison, ainsi que les filles. Gloria n'eut tout simplement pas le temps de lui parler du rêve que les filles avaient fait la veille. Eh bien, elle le lui raconterait probablement elle-même. « Papa! Papa !» Chloé et Kimi crièrent joyeusement en se précipitant dans les bras de leur père.
Léon tomba à genoux devant elle. Il les serra dans ses bras, les embrassa, leur demandant pardon. « Pourquoi, papa ?» lui demandèrent les filles. « De vous avoir laissé avec cette femme. Vous n'avez aucune idée des horreurs qu'elle m'a écrites sur vous. Je suis désolé, les filles, de l'avoir cru. » Des larmes coulaient sur les joues de Léon. Quelle preuve de plus fallait-il qu'il était le père de ses filles? Quand les émotions se calmèrent, Léon hésita. « Merci, Gloria. Vous êtes une vraie personne, avec un grand P, mais maintenant, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Je ne peux pas rentrer à la maison. Et comment puis-je chasser Mia? Elle a un enfant, réfléchit Léon. Oh, papa, Rebecca s'est avérée si méchante, dirent les filles. Faisons comme ça, vous parlerez de Rebecca à votre père plus tard. Pour l'instant, installez-vous, prenez une douche, mangez et passez du temps avec les filles. J'ai besoin de retourner au travail, et nous verrons ce qu'il faut faire ce soir, dit Gloria avant de partir. Quand papa sortit de la douche et but une tasse de thé, les filles grimpèrent sur ses genoux. Elles étaient folles de joie que leur papa soit près d'elles. Elles lui parlèrent de Rebecca et du rêve qu'elles avaient partagé. « Tu sais, papa, tante Mia ne voulait pas t'envoyer mon dessin, dit Kimi. « Vraiment? Mais elle m'a écrit qu'elle n'arrivait pas à te convaincre de me dessiner quoi que ce soit. Tous les soldats avaient des dessins de leurs enfants, ils les gardaient près de leur cœur, et un tel dessin les protégeait aussi bien qu'un gilet pare-balles. Mais moi, je n'avais pas un tel dessin. Ne t'inquiète pas, tu me feras plein de dessins plus tard, dit papa. Veux-tu qu'on te le montre? Chloé l'a sorti de la poubelle. Et j'ai sauvé notre chiot, dit Kimi. Bien sûr que je veux, répondit papa. Chloé sortit un bout de papier de la poche de son manteau, le déplia et le tendit à papa. Comme c'est beau, dit-il en examinant les gribouillis de l'enfant. Et qu'est-ce que c'est? C'est un chien, indiqua TL. Alors c'est Charlie. Kimi rit. Je vois, il lui ressemble beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? Il désigna les lettres. C'est le nom. J'ai pensé que ce n'était pas bien réussi, alors je l'ai écrit pour que ce soit plus clair, expliqua Kimi. Léon regarda la signature écrite en lettres d'enfant et ne put s'en remettre. Juste devant lui, sur le dessin, était clairement imprimé le numéro de plaque d'immatriculation. Combiné, cela se lisait 4 char 8. Où as-tu eu ça? Demanda Léon d'une voix tremblante. C'était dessiné sur l'image, dit Kimi, surprise. Eh bien, écris-le encore, suggéra Léon. Il y avait des crayons sur la table. Il retourna le dessin de sa fille et lui proposa d'écrire. Étage 4 char 8, écrivit à nouveau Kimi. J'avais ça en tête. Restez avec tante Gloria un moment, je reviens bientôt, dit papa. Il était à nouveau confus et effrayé. Il se précipita au poste et cria que les enfants avaient de nouveau disparu. Vous plaisantez? Demanda Gloria. Non, c'est pire. Je crois que j'ai trouvé le meurtrier de ma femme. Ma première femme, la mère des filles, dit Léon en tendant le papier à Gloria. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, ne comprenant pas. Je pense que c'est le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture qui a heurté ma femme. Kimi a une mémoire photographique phénoménale. Elle a vu la plaque d'immatriculation et elle est imprimée dans son esprit. Mais elle n'avait que 4 ans. Ma femme venait de commencer à leur apprendre les lettres. Tout s'est mélangé dans l'esprit de Kimi et les chiffres qui ressemblaient beaucoup à des lettres sont devenus des lettres, tandis que le numéro de plaque d'immatriculation s'est transformé en nom de jouet. C'est comme ça qu'elle a appelé le chien, expliqua Léon. Rien de plus simple, nous pouvons rechercher ce numéro dans la base de données et découvrir qui en est le propriétaire, dit Gloria. Si un tel numéro existe. Léon eut l'impression qu'une éternité s'était écoulée pendant qu'il attendait. Il y avait 2 propriétaires de la voiture. Actuellement, elle appartenait à un certain monsieur Thompson et l'ancien propriétaire était... Gloria se figea un instant, regardant Léon, puis dit doucement, Mia. L'ancien propriétaire était votre femme actuelle, Mia. Léon ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. Il vérifia les données plusieurs fois, tout correspondait, le nom, le prénom et la date de naissance. Je vais la tuer, dit Léon en serrant les poings. Calmez-vous. Surtout pas sous ma surveillance. Gardez votre sang-froid. Après tout, vous avez des enfants, dit Gloria. Lorsque l'incident avec sa première femme s'est produit, Léon connaissait déjà et voyait occasionnellement Mia. À cette époque, ces rencontres semblaient amusantes et innocentes, un moyen de se détendre au travail, de soulager le stress lorsque les enfants étaient malades. Il n'aurait jamais pu imaginer les conséquences de son infidélité, qu'il ne considérait même pas comme une tromperie.
Ils ne savaient même pas que Mia avait une voiture. Lorsqu'il leur a proposé d'emménager ensemble, elle n'avait plus de voiture. Maintenant, tout devenait clair. Voyant la femme de son amant au passage piéton, Mia a évalué la situation et s'est rendu compte qu'il n'y avait personne à proximité, aucun témoin. Elle a écrasé la pauvre femme sans méfiance et s'est enfuie du lieu du crime. Puis, la conscience tranquille, elle a épousé un veuf. Mia était si téméraire et peu scrupuleuse que beaucoup de choses restaient impunies. Sa fille Rebecca a grandi de la même manière, mentant à chaque tournant et prête à tout pour atteindre ses objectifs. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste la blesser pour que tu la quittes, cria Mia au tribunal. Elle ne comprenait pas qu'elle ne faisait qu'aggraver sa situation déjà désastreuse. Elle fut condamnée à la prison, et Rebecca fut envoyée dans un orphelinat. Là, la fierté de tels enfants est rapidement rabattue, et ils sont réhabilités très vite. Qu'elle vive dans des conditions moins qu'idéales, alors elle saura ce que coûte une livre de problèmes. Elle apprendra combien je me suis amusé, pensa la jeune fille. Naturellement, Léon divorça de Mia. Il n'eut aucun regret. C'est précisément grâce à cela qu'il rencontra une femme vraie, tendre et attentionnée, qui ne faisait pas semblant mais aimait sincèrement ses filles. Bientôt, ils se marièrent. Gloria devint la troisième et dernière épouse de Léon. Presque dès le premier jour, les filles commencèrent à l'appeler maman. Peu de temps après, elles eurent 2 frères, également jumeaux, tout comme les filles. Les filles étaient extrêmement heureuses et aidaient leur nouvelle maman pour tout. Dans toute cette étrange histoire, un seul mystère restait non résolu. L'histoire que Rebecca avait racontée aux filles sur elle-même était-elle vraie? Mia l'avait-elle vraiment adoptée, ou l'avait-elle inventée pour empêcher les filles de l'appeler maman?